Beaucoup de gens m'ont contacté pour avoir mon opinion, notamment au sujet de la guerre concernant la Russie et l'Ukraine. Et donc, en discutant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas en fait les fondements de cette guerre. Les gens n'avaient pas les éléments pour vraiment échanger concernant cette guerre. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse peut-être une vidéo, mais finalement 2 vidéos pour parler de cette guerre. Et donc dans la première vidéo, je vais aborder l'aspect visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on va parler premièrement de l'origine du conflit. D'où vient ce conflit? Ça a débuté quand et comment? Et ensuite, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a une escalade subite, rapide de cette guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a une escalade de violence aussi rapide? Parce qu'il faut dire une chose, c'est que cette guerre, Ukraine-Russie, se passe déjà depuis un certain temps, mais on n'en parle vraiment pas. Et puis dans la troisième partie, on verra également la position. Quelle est la position, par exemple, des Américains vis-à-vis de cette guerre? Quelle est la position des Européens et quelle devrait être la position des Africains par rapport à cette guerre? Donc ça, c'est pour la première vidéo. Et donc, dans la deuxième vidéo, j'aborderai plutôt la face cachée, la face immergée de l'iceberg. Et dans cette vidéo, on parlera bien sûr des enjeux géopolitiques. Tu comprendras exactement pourquoi la guerre est en train de se mener. Parce qu'il faut comprendre derrière, il y a le pétrole. Mais je parlerai exactement de ça. Mais surtout, on verra également quel est l'impact économique qu'a cette guerre sur la finance mondiale, sur la finance africaine et bien sûr sur la population entière. Ben écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo et puis je t'invite à passer derrière mon écran où je vais t'expliquer étape par étape comment les choses se passent et je vais te montrer même des cartographies et tu comprendras exactement et de manière très simple ce qui se passe dans cette guerre. Écoute, suis-moi derrière mon écran. Je vais aborder ce sujet sur la guerre de l'Ukraine et la Russie avec des termes simples. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai intitulé ce sujet « Comprendre la guerre Ukraine-Russie pour les nuls ». Pour les nuls parce que je vais utiliser des termes simples. Je vais utiliser une cartographie pour te montrer exactement ce qui se passe dans certaines zones. Oui, parce que justement, on entend des fois parler de certaines guerres, mais on se demande toujours qui a raison, qui a tort. Mais je vais te donner vraiment des éléments pour que tu puisses toi-même en juger. Et donc, dans cette présentation, je vais l'aborder déjà en 3 parties. En 3 parties, la première partie, on va voir ensemble quelles sont les origines de ce conflit. Ensuite, la deuxième partie, on va voir pourquoi tout d'un coup, il y a eu cette escalade de violence. Parce que cette guerre ne date pas aujourd'hui. C'est une guerre un petit peu oubliée. Et on se rend compte que tout de suite, il y a une escalade de violence. Et puis la troisième partie, ce qui est important, c'est quelle est la position des Américains vis-à-vis de cette guerre? Quelle est la position des Européens par rapport à cette guerre? Et surtout, quelle est la position des Africains vis-à-vis de cette guerre? Les origines du conflit. Il faut comprendre une chose, l'Ukraine déjà faisait partie de ce qu'on appelle la Grande Union soviétique. Pour toi, si tu n'as pas connu ce que c'est que l'Union soviétique, regarde, c'est ce très vaste territoire. L'Union soviétique à l'époque était vraiment extrêmement vaste. On le voit ici. Donc dans l'Union soviétique, tu avais déjà l'Ukraine qui faisait partie, la Biélorussie, tu avais la Géorgie, tu avais la Lituanie, la Moldavie, l'Arménie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Donc c'est vraiment un très 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 grand pays. Il faut dire une chose, c'est que la Russie couvre 7 fuseaux horaires. C'est-à-dire que si tu vas aller d'ouest en est, tu as une différence de 7 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est 10 heures ici, il est 17 heures de l'autre côté dans le pays. Dans le même pays. Donc, la Russie est extrêmement vaste. Mais il se trouve que, après la chute de l'URSS, ça c'était en 1991, notamment après la chute du mur de Berlin également, l'Ukraine est devenue indépendante. C'est-à-dire que tous ces pays que je t'ai montrés là, l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Turkménistan, sont devenus indépendants, mais ils sont restés assez proches de la Russie, surtout la Biélorussie qu'on voit ici. Ils sont restés quand même assez proches parce que ce sont des russophones. Ils parlent russe, ils ont les habitudes russes, ils ont été communistes, ils font tout comme les Russes. Sauf bien sûr l'Ukraine qui ici, dès son indépendance, a demandé à rentrer dans l'Union européenne. Déjà, il faut qu'on sache ce que c'est que l'Union européenne. Il faut comprendre que l'Union européenne, c'est simplement une association de pays européens qui se soutiennent économiquement et politiquement. C'est un peu comme l'Union africaine, hein, même si l'Union africaine n'est pas
n'est pas vraiment aussi bien implanté que l'Union européenne. Donc c'est juste une association de pays européens qui sont réunis pour se défendre économiquement et politiquement. C'est simple. Donc ici, on peut voir une carte des membres de l'Union européenne. Là, par exemple, ici en violet, ça, c'est toutes ces personnes en violet, c'est ceux qui sont totalement intégrés dans l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ils sont membres de l'Union européenne, ça veut dire qu'ils se soutiennent politiquement et économiquement, mais également ils sont membres de Schengen. Schengen, ça veut dire qu'il y a la libre circulation des personnes. Ça veut dire que si tu as un visa, par exemple, ici au Portugal, tu peux aller en Espagne sans problème, en France, en Allemagne, tu peux faire tout ça en fait. Donc, il y a la libre circulation des personnes. Maintenant, il y a des gens, par exemple, comme tu peux le voir ici, la Norvège et l'Islande, qui, eux, sont membres de Schengen. C'est-à-dire que tu peux voyager en Norvège, en Islande, comme tu veux, mais qui sont hors Union européenne. C'est-à-dire que politiquement et économiquement, ils ne fonctionnent pas avec tous les pays, là, en fait. Je parle de la Norvège et l'Islande. Voilà, ils ne fonctionnent pas ensemble. Et aussi, tu as ici, là, toutes ces personnes en gris, là, la Roumanie, la Croatie, la Bulgarie, qui, eux, sont membres de l'Union européenne, mais sont hors Schengen. Ça veut dire qu'un Roumain, lui, ne peut pas aller facilement en Hongrie, en France. Il est obligé de demander un visa. Mais par contre, ils se soutiennent économiquement et politiquement. Mais voilà, un Bulgare, un Croate ne peut pas rentrer comme ça. Il est obligé de demander un visa. C'est ça, en fait, le fait de rentrer dans l'Union européenne. Et donc, cette Ukraine-là, cette Ukraine qui est limitrophe ici à la Russie, a demandé à rentrer dans l'Union européenne. C'est quelque chose que la Russie, qui étant proche, a vu peut-être d'un mauvais œil, mais s'est dit, bon, ce ne sera pas possible. Parce qu'il faut noter une chose, c'est que depuis plusieurs années que l'Ukraine demande à rentrer dans l'Union européenne, beaucoup de pays de l'Europe centrale, comme la France, l'Allemagne, refusent. Pourquoi? Parce que ces pays ont peur des représailles de la Russie. Parce qu'il faut comprendre une chose, l'Ukraine, c'est quasiment des Russes. Ils font partie de la grande Union soviétique de l'époque. Mais à chaque fois, ils veulent rentrer dans l'Europe. Mais pour l'instant, l'Europe refuse pour éviter les problèmes avec la Russie. Tu comprends qu'il y a une question de domination, de conquête en fait. Donc continuons. Qu'est-ce qui se passe justement? D'où vient cette guerre? Quelle est réellement l'origine? C'est que déjà en 2014, il y a une grosse révolution qui s'est passée. Je ne sais pas peut-être si tu avais vu à la télé, si tu avais lu les journaux, mais il y a une grosse révolution qui s'est passée en Ukraine et que l'on a appelée la révolution de Maïdan. Et cette révolution, elle a conduit à la destitution du président pro-russe, qui s'appelait, que tu peux voir ici, Viktor Yanukovych. Donc c'est quelqu'un qui était assez proche de Poutine, assez proche de la Russie. Donc il a été destitué par une révolution qui a eu lieu dans le pays. Et ces gens qui ont conduit la révolution, c'est plutôt des pro-européens. C'est des gens qui ont envie plutôt de se rattacher vers l'Europe. Mais le problème, c'est que l'histoire n'est pas simple. L'histoire n'est pas simple, c'est que entre-temps, pendant qu'il y avait la révolution de Maïdan et pendant que le président russe a été destitué, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Russes, tout de suite, ont senti un danger venir. Ils se sont dit, là, l'Ukraine est en train de basculer dans l'Europe. Tout de suite, ils ont fait une opération de force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Russes sont là, en fait. Tout de suite, ils ont envoyé une armée et ils ont annexé la Crimée. Parce que la Crimée, il faut voir, la Crimée appartenait à l'Ukraine. Mais encore, je dis une chose, c'est que la Crimée appartient à l'Ukraine, mais ça appartenait à l'époque à ce qu'on appelait l'Union soviétique. Donc tout le monde ici parle russe, en fait. Ce sont des Russes. Et donc quand la Russie annexe la Crimée, tout de suite, elle organise ce qu'on appelle un référendum. Donc on demande à la population, voulez-vous être pro-ukrainien ou bien voulez-vous être rattaché à la Russie? À 93%, les populations de Crimée disent qu'elles veulent être rattachées à la Russie. Qu'est-ce que la Russie fait? Hop, elle récupère la Crimée. Et c'est là où ça cause justement un gros problème. Mais il faut quand même que je te dise pourquoi est-ce que la Russie justement a annexé la Crimée. Parce que c'est que la Crimée est extrêmement stratégique. Ici, avec la Crimée, on a accès à ce qu'on appelle la mer Noire. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'en hiver, parce qu'il fait extrêmement froid en Russie, toutes les mers sont gelées. C'est-à-dire qu'aucun bateau ne circule. Toutes les mers sont gelées. Sauf cette partie-ci qu'on appelle la mer Noire, où les Russes peuvent
amener leur bateau, faire des transactions et être comme ça en contact avec le monde. Donc le fait d'annexer la Crimée, ça leur donne une garantie de circuler vers la mer Noire et d'avoir accès à la mer Noire. Donc ça, il faut comprendre qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques. Mais je ne rentrerai pas dans les enjeux géopolitiques. Je pourrais le faire dans une deuxième vidéo où je t'expliquerai ce qu'on appelle les enjeux plutôt économiques et géopolitiques. Donc, continuons. Donc, première chose, il faut comprendre que tout de suite, lorsqu'il y a la révolution de Maïdan, les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont annexer la Crimée. Et quand ils annexent la Crimée, un mois plus tard, il y a une grosse guerre civile qui éclate en même temps dans l'Ukraine. C'est-à-dire que le pays se sépare en deux. Il y a les pro-européens, c'est-à-dire que ceux qui ont chassé le président Yanukovych, qui sont là. Et il y a les pro-russes qui, eux, veulent que l'Ukraine reste très proche de la Russie. Donc, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle la guerre du Donbass. Parce que quand tu entends des fois la guerre du Donbass, c'est ça. Et cette guerre, elle a fait beaucoup de morts. C'est une guerre qui est un peu oubliée, qu'on n'en parle pas, mais ça a déjà fait beaucoup de morts. Il y a des familles endeuillées, il y a des dégâts matériels, humains, mais c'est juste énorme. Donc cette guerre du Donbass, tu peux la voir ici, là. Pourquoi? Parce que suite à cette guerre du Donbass, il y a deux républiques qui vont être autoproclamées. Regarde, là, ici, là, ça c'est le Donbass. Le Donbass, suite à cette guerre, décide de se rallier à la Russie. Ils disent non, nous sommes russophones, nous avons tous des Russes, nous préférons nous rallier à la Russie. Par contre, cette partie-ci qui est en vert, elle, par contre, elle dit nous, on préfère être pro-européens. Et justement, là, à cette frontière, c'est là où il y a des conflits sanglants entre les pro-européens qui sont verts ici et les pro-russes qui sont jaunes ici. Cependant, la communauté internationale, comme on dit entre guillemets, accuse la Russie de fournir les armes à ces pro-russes, à ces gens du Donbass. Il est vrai que la Russie, elle soutient bien sûr ces personnes du Donbass. Et la Russie accuse aussi l'Union européenne et les États-Unis de financer l'Ukraine, ces personnes en vert, de leur donner des armes. Et c'est pour ça que depuis 2014, on a une guerre fratricide qui est masquée, dont on n'en parle pas, mais pourtant qui fait des morts, qui fait beaucoup de dégâts. Donc suite à ce conflit, il y a deux républiques qui vont naître, ce qu'on appelle la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk, qui sont des républiques autoproclamées pro-russes. Donc ça, c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Et ici, attention, voilà la Crimée. Ça, c'est la Crimée qui a été annexée déjà par les Russes. Donc les Russes, finalement, contrôlent ça et contrôlent la Crimée. Mais ce n'est pas tout. Donc, comme je te disais, c'est que deux républiques vont naître dans ce conflit et ce sont des républiques qui vont s'autoproclamer. Donc, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Et comme je t'ai dit, ce sont des russophones. Ils parlent tous russe et ils veulent être avec les Russes. Par ailleurs, il faut dire une chose, c'est que ces deux républiques ne sont pas reconnues par les États-Unis. Ces deux républiques-là. Elles ne sont pas reconnues par l'Union européenne. Elles ne sont pas reconnues par l'ONU. Parce que l'ONU a dit que ces deux républiques doivent appartenir à l'Ukraine. Par contre, ils ne veulent pas être avec l'Ukraine. C'est ça qui se passe en fait. Donc en 2015, il y a eu ce qu'on appelait les accords de Minsk 2. Parce qu'il y a eu Minsk 1 qui n'a pas marché. Il y a eu ce qu'on appelle les accords de Minsk 2. Donc Minsk, en fait, c'est une ville, je pense, en Biélorussie, où des présidents Emmanuel Macron, Angela Merkel, Poutine et bien sûr le président ukrainien se sont rencontrés pour trouver des ententes, pour trouver des accords afin de calmer les affrontements entre l'armée ukrainienne et les séparatistes du Donbass. Mais le problème c'est que les choses vont se calmer pendant quelques temps, les choses vont se calmer peut-être pendant 1 an, 2 ans, mais derrière on voit que les tensions vont encore ressurgir encore petit à petit, ressurgir et ils vont repartir de plus belle. Jusqu'à ce que, en 2022, on a une hausse subite des tensions. Pourquoi cette hausse subite des tensions? Parce que, la Russie déjà estime que le gouvernement ukrainien massacre les populations de l'Est. Je parle des populations ici, là. La Russie estime que le gouvernement de Kiev, de l'Ukraine, massacre les populations et que l'on ne dit rien. Ça, c'est déjà ce que les Russes disent en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que tout de suite, ils vont reconnaître
notamment par la voix de Poutine, hein, ils vont reconnaître les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Pourtant, l'ONU ne reconnaît pas ces républiques-là, l'Europe ne reconnaît pas ces républiques-là, l'Amérique ne reconnaît pas ces républiques-là. Mais lui, Poutine, va décider de reconnaître ces deux territoires-là comme des républiques populaires. Mais bien sûr qu'ils n'appartiennent pas à la Russie, mais Poutine, lui, il prend l'initiative de les reconnaître. Donc c'est là que commence déjà le problème. Mais ce n'est pas fini. L'Ukraine, de son côté, va accuser la Russie d'envoyer des troupes, d'envoyer des armes, de positionner le matériel autour d'elle. Et c'est vrai, parce que quand tu regardes ici, ça je peux te montrer, tu vas voir que là, tout autour, parce que ça c'est l'Ukraine, hein, tout autour de l'Ukraine, tu vois ces points rouges là. La Russie a positionné son armée tout au long, tout autour de l'Ukraine. Donc l'Ukraine se sent quelque part encerclée. Donc l'Ukraine accuse la Russie d'envoyer ses troupes, de financer tous ces séparatistes. Et qu'est-ce que l'Ukraine va faire, puisque depuis elle a envie de rentrer dans l'Europe? Elle va aussi demander de rentrer dans ce qu'on appelle l'OTAN. L'OTAN. Là, l'OTAN, c'est différent de l'Europe. Hein. Ça, il faut que tu le saches. Et c'est quoi l'OTAN? L'OTAN, en fait, c'est une alliance plutôt militaire. Ce n'est plus une alliance politique et économique. Ça, c'est une alliance militaire. Ça veut dire que s'il y a une bataille en France, l'OTAN va venir soutenir la France et se battre avec la France. C'est un peu ce que les Ivoiriens appellent les boys, quoi. C'est-à-dire que les groupes, on est ensemble, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont des potes. C'est-à-dire que s'il y a bagarre, tout le monde vient ensemble pour défendre l'autre. C'est ça, tu vois, quand on est au quartier par exemple, on a des groupes, si un se fait taper, bah, l'autre vient en fait pour le secourir en fait. Bon, c'est ça l'OTAN en fait. C'est pour le dire en termes simples. Donc c'est une alliance militaire entre les pays d'Europe, d'Amérique. Bien sûr, il n'y a pas des pays africains, tout ça, ou bien sud-africains. Voilà, c'est comme ça, c'est les forts qui se mettent ensemble en fait. Hein. Mais il faut comprendre une chose, c'est que derrière l'OTAN que tu vois là, bah, il y a les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui sont les patrons de l'OTAN. C'est eux qui pilotent l'OTAN. C'est eux qui font tout. D'ailleurs, quand il y a eu la guerre en Irak, c'est les Américains qui pilotaient tout. Ils sont allés justement bombarder en Irak. Pourtant, plusieurs pays n'avaient pas donné leur accord, mais ils sont allés bombarder en Irak. On est allé en Libye bombarder sous le couvercle de l'OTAN. Donc c'est ça en fait hein, l'OTAN. L'Ukraine donc demande à rentrer dans cette organisation que l'on appelle l'OTAN. Et donc la Russie se sent menacée. La Russie se dit mais si l'Ukraine, qui est mon voisin proche, demande à rentrer dans l'OTAN, ça veut dire qu'elle est en train d'inviter mes ennemis à être carrément à mes portes en fait, à la porte de ma maison. La Russie accuse l'OTAN d'utiliser ce problème ukrainien comme prétexte pour petit à petit rapprocher ses missiles près des frontières. Depuis la длительную историческую перспективу. C'est ça qu'on peut voir ici. Parce qu'il faut voir que la Lituanie fait déjà partie de l'OTAN, donc il y a déjà des missiles qui sont positionnés là près de la Russie. La Lettonie fait partie de l'OTAN, les missiles américains de l'OTAN sont là. La Lituanie est là. La Pologne également placée là. La Roumanie. Donc, on comprend que la Russie se sent quelque part encerclée en fait. Hein. La Russie est en train d'être encerclée. Et c'est pour ça qu'elle est obligée aujourd'hui de se défendre. Et pour elle, il n'est pas question que l'Ukraine, là, qui est le dernier bastion, rentre dans l'OTAN. Parce que ça veut dire que forcément, les Américains vont poser ici, là, leurs missiles. Et donc, en face de Moscou, Moscou qui est la capitale là, en face de Moscou, on aura un missile américain. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent en fait. Donc on est dans une guerre de conquête. C'est une guerre de conquête. Et finalement, ceux qui payent le prix cher, ce sont les Ukrainiens. Parce que les pauvres, ils n'y sont pour rien. C'est une grosse bataille qui se passe entre la Russie et les États-Unis qui étendent leurs antennes grâce à l'OTAN, à travers l'OTAN. Ce sont des enjeux simples. Mais il faut que je rappelle un truc, parce qu'il y a des rappels historiques quand même à comprendre. Parce qu'on peut accuser la Russie, on peut dire oui, mais la Russie... parce qu'il y en a qui disent, oui, mais l'Ukraine a le droit de rentrer dans l'OTAN si elle veut. C'est chaque pays a son droit, a le droit de faire ce qu'il a envie. On est d'accord. Et moi, particulièrement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais cependant, il faut rappeler une chose, c'est que en 1962,
les Russes ont quasiment fait pareil que les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle la crise des missiles de Cuba. Le 22 octobre 1962, John Fitzgerald Kennedy s'adresse aux Américains d'une voix grave. Il annonce la découverte des rampes de lancement soviétiques sur l'île et la mise en place du blocus maritime. Le président américain demande aux leaders soviétiques de retirer immédiatement les missiles sous peine de représailles. Près de 600 avions de combat et 40 000 marines sont prêts à intervenir. La tension est à son comble. Alors que le monde entier retient son souffle, les dirigeants négocient dans l'ombre par lettres interposées. Kennedy s'engage publiquement à ne pas envahir l'île en échange de quoi, le 28 octobre, Khrouchtchev accepte de retirer ses fusées de Cuba. La planète respire. Par une clause secrète, le président américain a également concédé au démantèlement de ses missiles en Turquie. Après avoir frôlé la catastrophe nucléaire, les deux grandes puissances décident de mettre en place le téléphone rouge. Puisque les Américains voulaient quasiment annexer Cuba, Fidel Castro à l'époque a fait appel aux Russes. Fidel Castro a fait appel aux Russes, donc les Russes ont installé tout au long ici des missiles qui justement pointaient directement vers les États-Unis, comme on peut le voir là. Et là, ça c'est Kennedy. Kennedy à l'époque, tout de suite s'est offusqué. Et on a eu peur qu'il y aurait eu à ce moment-là une troisième guerre mondiale. Parce que ça c'était en 1962. Pendant 2 semaines, le monde était suspendu. On parlait souvent de Cap Canaveral, de Cuba. À l'époque, le président soviétique c'était Khrouchtchev. Et le président américain c'était Kennedy. Et qu'est-ce que Kennedy a demandé? Kennedy a également demandé à ce que l'on positionne ici des missiles américains partout pour contrer les Russes. Heureusement, il y a eu négociation parce que les États-Unis et les Américains se sont sentis menacés. Il y a eu une négociation entre ces deux grands pays. Et donc, la Russie a accepté finalement de retirer ces missiles. Et les Américains ont fait la promesse de ne pas envahir Cuba. Donc, c'est juste pour dire que les Russes ont également essayé un jour d'approcher les États-Unis. Mais les Américains ont tout de suite réagi et n'étaient pas prêts à accepter cela. Et c'est normal aujourd'hui que la Russie avec Poutine n'accepte pas que les Américains se rapprochent de leurs frontières sous prétexte que c'est l'OTAN. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que derrière l'OTAN, ce sont les États-Unis qui pilotent tout derrière en fait. Donc ça, il faut toujours revenir sur des faits historiques. Le début des frappes. Pourquoi est-ce que les Russes tout de suite frappent? Parce que les Russes ont une philosophie qui est de dire que la meilleure défense c'est l'attaque. C'est-à-dire que eux ils attendent pas. Quand il y a danger, ils attaquent en premier. Ça, c'est la philosophie Poutine, c'est la philosophie russe. Et donc, si tu regardes également certaines anciennes vidéos, certains reportages, tu vois que la Russie, et bien sûr à travers Poutine, a toujours dit, toute personne, tout pays qui se rapprocherait de leurs frontières connaîtra une guerre sans précédent, une guerre nucléaire même. Pourtant, on se rend compte que les États-Unis, sous le prétexte de la guerre de l'Ukraine, sont en train de positionner les troupes de l'OTAN tout autour de la Russie. Comme on l'a vu ici, avec l'Estonie, avec la Lettonie, la Lituanie, la Pologne. Ils sont en train d'encercler quelque part la Russie. Et ça, les Russes ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc, les forces armées russes, qu'est-ce qu'elles font dans ce cas? Tout de suite, elles ont lancé l'assaut. Parce que comme je t'ai dit, chez les Russes, la meilleure défense, c'est l'attaque. Suite à cette attaque, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dégâts. Oui, parce qu'on se réveille un matin, on entend que Poutine et l'armée russe ont frappé l'Ukraine. Personne n'aimerait vivre dans un état de guerre parce que c'est horrible. C'est horrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est difficile de voir des enfants, des familles apeurées. C'est difficile de vivre sous des avions qui volent et qui lâchent des bombes. Quelle est donc la position des États-Unis? Que font les États-Unis dans ce conflit? Écoute, les Américains ne veulent pas affronter la Russie de manière frontale parce qu'on se dirigerait
tout droit vers une troisième guerre mondiale. Et s'il y a une troisième guerre mondiale, elle sera nucléaire et ce sera quasiment la fin du monde. Aujourd'hui, ce sont les négociations qui priment. Bien sûr, les deux camps essayent de montrer les muscles, mais on devrait se diriger plutôt vers des négociations. Il faut dire aussi une chose, c'est que les États-Unis derrière fournissent des armes aux Ukrainiens pour résister par rapport aux Russes. Mais c'est pas tout. Les États-Unis également brandissent des sanctions économiques. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sanctions économiques qui sont déjà tombées sur la Russie. Par exemple, l'une des sanctions qui a fait mal à la Russie et qui fait mal à la Russie, c'est le fait de sortir la Russie du système financier SWIFT. Ce système financier SWIFT, je pourrais t'en parler un peu plus clairement, peut-être dans une autre vidéo. En gros, c'est un système qui permet aux banques dans le monde de communiquer très facilement entre elles. Et toute personne qui est déconnectée, tout pays qui serait déconnecté de ce système SWIFT, les choses seront un peu plus compliquées pour faire les transactions. Donc ça, c'est ce que font les États-Unis actuellement. Mais je pourrais rentrer plus dans des éléments un petit peu géopolitiques, économiques dans une autre vidéo. Que font cette fois-ci les Européens? Les Européens, il faut le dire, ont toujours été et sont toujours les marionnettes des Américains. C'est un petit peu les petits toutous. C'est-à-dire qu'ils vont suivre les Américains de manière aveugle. Donc, parce que quand les Européens disent par exemple que la riposte sera là et le coût sera très très élevé, c'est simplement parce qu'ils comptent sur les Américains. Parce que s'il n'y a pas les Américains, ils ne pourraient pas lever le ton en face de la Russie. D'ailleurs, on se souvient, l'Angleterre, la France, l'Allemagne avaient levé le ton contre la Syrie. Ça, c'est lorsque les États-Unis étaient prêts à aller faire une intervention en Syrie. Il se trouve que tous les présidents français, américains, allemands étaient tous prêts à aller mener une attaque en Syrie. Mais lorsque les États-Unis ont décidé de rebrousser chemin, finalement, tout le monde a rebroussé chemin. Donc, c'est pour dire que tout le monde compte quelque part sur les États-Unis. Donc ça, c'était concernant les Européens qui sont quelque part un petit peu à la solde des Américains. Et puis, qu'est-ce que les Russes exigent dans cette guerre? Les Russes exigent qu'il y ait une sorte de traité bannissant tout élargissement de l'OTAN vers ses frontières. En gros, qu'est-ce que les Russes demandent? C'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. L'Ukraine ne doit pas adhérer à l'OTAN. Ça, c'est ce que demandent les Russes. Qu'est-ce que demandent les Russes également? C'est que les Américains et leurs alliés renoncent à organiser, par exemple, des manœuvres, des déploiements militaires dans l'Europe de l'Est. Parce qu'ils estiment que ça viole quelque part certains accords qui avaient été mis en place il y a longtemps. Et puis, que demandent également les Russes? C'est le retrait tout simplement des troupes étrangères, armes et matériel militaire dans tous les pays de l'ex-espace soviétique. Qu'en est-il justement des Ukrainiens? Les Ukrainiens, c'est un petit peu les grands perdants dans cette affaire. Oui, ce sont les grands perdants parce que on dit souvent que quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent. Oui, ce sont les petits, les plus petits qui payent les pots cassés. Donc autant s'en éloigner. Mais on voit que le président ukrainien tient tête. Il refuse catégoriquement d'abandonner son projet d'adhésion à l'OTAN. Également, l'Ukraine veut reconquérir la région que l'on appelle le Donbass. Pourquoi? Parce que cette région elle est extrêmement riche en charbon, elle est riche en sel, elle est productrice de blé. Oui, parce que l'Ukraine justement est très très grand producteur de blé. Et d'ailleurs, on va voir que cette guerre a des conséquences très très importantes sur la production du blé et donc quelque part sur l'économie mondiale. Mais j'en parlerai dans une seconde vidéo. L'Ukraine, malheureusement, est le grand perdant et assiste un petit peu impuissant à cette bataille entre deux géants qui sont la Russie et les États-Unis. Et puis, quelle est la position des pays africains? Il se trouve qu'il y a eu quelques jours une réunion à l'ONU avec la présence de 193 pays. Il y avait 193 pays membres qui étaient présents. Et parmi ces 193, 141 ont
approuvé un texte qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Il y a eu 180, et ça on peut le voir là ici, tous ces pays-là en vert, ce sont des pays qui justement ont approuvé le texte exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Donc on en voit là tous ces pays en vert. Et puis, il y a eu 35 pays qui se sont abstenus de condamner l'agression contre la Russie. Donc c'est tous ces pays en jaune, notamment beaucoup de pays africains qui se sont abstenus. On le voit là, partout, ces pays-là qui se sont abstenus. Et bien sûr, parmi les pays qui se sont abstenus, il y a eu 17 pays africains. 17 pays africains, ça signifie beaucoup en fait. Et d'ailleurs, je salue quelque part la position de ces pays qui ont choisi, on va dire, de ne pas s'aligner. De ne pas s'aligner ni d'un côté ni de l'autre. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que à chaque fois que les conflits sont déclenchés ailleurs dans le monde, on vient demander à ces pays africains de prendre position, voire même de participer à certaines guerres. Mais il se trouve qu'à la fin, ils se retrouvent les grands perdants. Moi, je dirais que la seule solution que doivent prendre les Africains aujourd'hui, c'est de s'engager chacun pour son pays. C'est la seule et unique position que nous devons prendre. Parce qu'il ne s'agit plus d'être pour l'un ou pour l'autre, comme ça a été le cas lors de la guerre froide. Parce que dans les deux cas, nous participons quelque part à une guerre de domination, à une guerre de conquête, à une guerre d'influence. Et nous savons toujours que nous avons toujours été contre ce qu'on appelle la domination des peuples. Donc, chers Africains, concentrons-nous, restons concentrés sur nos différents pays. Donc voilà, en gros, l'origine du conflit Ukraine-Russie. Donc, dans une seconde vidéo, je parlerai des conséquences plutôt économiques de cette guerre dans le monde, en Afrique et bien sûr sur les différentes populations. Écoute, avant qu'on ne se quitte, dis-moi très rapidement en commentaire quelle position, à ton avis, les Africains devraient prendre vis-à-vis de cette guerre. Et si tu as bien sûr aimé, mets-moi un pouce haut ou bien un like et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper de la seconde vidéo. Je te dis à bientôt.